Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Maralibiya pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. Et merci pour votre fidélité, le replay de tous nos programmes, notamment sur la page YouTube, et réagissez sur nos réseaux sociaux. Bienvenue en ce samedi 8 juin. Pendant 1h20 avec nos invités, nous allons revenir sur l'actualité qui a notamment dominé la semaine en Algérie à la veille de cette échéance qui arrive maintenant à 3 mois. Nous sommes le 8 juin, le 7 septembre prochain aura lieu donc les élections présidentielles en Algérie. On ressent aujourd'hui un désintérêt total de la population algérienne qui vit notamment actuellement ont des grosses difficultés au quotidien. On en parle dans quelques instants. On rappelle que les élections devaient avoir lieu le 12 décembre 2024. Mais grande première dans le monde, un président, un chef d'État qui a raccourci son mandat et donc une élection qui n'aura pas lieu le 12-12-2024 mais le 7 septembre 2024. Une date aussi qui en dit long. On en a longuement parlé sur nos antennes et on continuera aussi à revenir avec nos invités, à essayer de comprendre à quoi notamment est dû ce déplacement de date. En tout cas, peut-être 5 ans bientôt au pouvoir pour notamment une situation de plus en plus compliquée pour les Algériens et les Algériennes et un mandat pour Abdelmadjid Tebboune qui en dit long des échecs diplomatiques, notamment le BRICS, un pays qui s'est isolé de plus en plus. D'abord le rejet de ces élections, des élections qui ont été reportées à plusieurs reprises. Juste derrière, le rejet aussi, le boycott total de plusieurs scrutins, la Constitution. Le 1er novembre 2020, il y a eu aussi les législatives en juin 2021. Il y a eu les communales aussi, un peuple qui boycotte énormément les élections. Et puis ce pouvoir d'achat, Kamel Rezig, ancien ministre du Commerce, aujourd'hui conseiller à la présidence, qui a fait tant de promesses. Mais on voit aujourd'hui les Algériens qui viennent de passer notamment un mois béni de Ramadan très difficile, un pouvoir d'achat de plus en plus difficile. On va en parler aussi de cette grande fête, Inch'Allah, de l'Aïd el-Kibir, qui pose énormément de difficultés aux Algériens et aux Algériens. Puis une Covid qui, 2 ans après, a été difficilement gérée par le pouvoir algérien. Il y a les feux, un pays aussi qui malheureusement a fait parler de lui par sa situation en termes de liberté d'expression, des détenus d'opinion. Beaucoup malheureusement ont perdu la vie aussi, des détenus d'opinion qui ont perdu la vie en prison. Et puis la situation de l'eau. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en Algérie, malheureusement, ce qui cartonne, ce sont notamment ces citernes, des citernes en plastique fixées sur les façades. On voit ça de plus en plus maintenant depuis plusieurs semaines. C'est une situation qui en dit long sur l'approvisionnement en eau. On va revenir sur la situation notamment à Tiaret, qui maintenant depuis plusieurs mois est privé d'eau. Mais le pays entier est concerné notamment. Je vous parlais de la diplomatie, notamment des médias et puis la situation de certaines violences comme dans les stades ou encore la drogue qui se propage de plus en plus. Une jeunesse laissée à l'abandon et parfois dans la déchéance totale, des limogeages. En dernière en date, donc le responsable du protocole, 5-6 présidents à diriger, notamment Air Algérie, plusieurs responsables de la police, des ministres aussi ont été limogés comme ça du jour au lendemain, certains en pleine nuit. La chute du dinar et bien évidemment au Haraga, ces jeunes Algériens qui malheureusement ne restent pas en Algérie car ils ne trouvent pas leur dignité et leur liberté et qui prennent des bateaux de fortune et souvent malheureusement ils perdent la vie en pleine Méditerranée. Voilà quelques éléments d'un quotidien de plus en plus difficile pour les Algériens et les Algériens. Donc dans un premier temps, nous allons revenir sur la réalité du peuple algérien et puis dans un deuxième temps, nous essaierons de comprendre les causes de cet échec et de cette situation qui dure maintenant depuis plusieurs décennies. Pour en parler, le plaisir de l'accueillir. Athman Mazouz, bonsoir. Vous êtes le président du RCD. Bienvenue, Rassemblement pour la culture et la démocratie. Bonsoir, merci pour l'invitation et puis mes salutations à vos invités également. Merci, il est avec nous aussi ce soir. Docteur en économie, analyste politique, écrivain. Son dernier ouvrage sur Slimane Azem est toujours disponible. Comme je dis toujours, celui qui a écrit L'histoire est éternelle. Hassan Herej, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir Athman, bonsoir Hamid et bonsoir à tous les téléspectateurs et à votre équipe. Merci infiniment. Run for donc Democracy in Algeria. En route, le combat continue pour une démocratie en Algérie. Analyse politique. Hamid Lelou, bonsoir. Vous êtes aux États-Unis d'Amérique, à Washington. Bonsoir, c'est Chaban. Merci pour l'invitation. Bonsoir, c'est Othman, c'est Hassan. Et au fait, je vous entends très bien, mais je ne vous vois pas. Et je ne me vois pas. Eh bien, nous, on vous entend très très bien et on vous voit.
Très bien. Je vais commencer avec vous, Président Athmane Mazzouz du RCD. On va pour commencer écouter le chef de l'État algérien, notamment, qui évoque cette Algérie en pleine émergence, donc notamment d'ici 2027. On l'écoute et on vous fait réagir juste derrière. تحت فين مشارينها في لافونير تحت الروم 2027 ماكسيموم نكون وصلنا لتمرست وأضرار si c'est possible. Les études sont déjà Si les études sont terminées pour Tamarasset, on peut commencer les ouvrages d'art Mendrouk. Déjà jusqu'à Mnia, c'est déjà La Mnia, Aïn Saleh, c'est déjà pratiquement terminé. Dès que vous dépassez le Mnia Timimoun, c'est du gâteau, il n'y a rien. C'est direct, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de... Timimoun, Adrar, Rubama, il vous faudra. Mais si vous passez par Ougrout, c'est aussi, il n'y a aucun obstacle, il n'y a aucun ouvrage d'art à faire. المشكل راه بالنسبه لتمرست هذيك هي c'est d'abord vous êtes obligé de passer en zone montagneuse avec des viaducs, avec des trucs. Pour ça qu'il faut commencer maintenant avec les ouvrages d'art. Comment un pays peut-il doubler son PIB en l'espace de quelques mois? Le président algérien a annoncé donc voilà, d'ici 2026-2027 que le PIB algérien passerait à 400 milliards de dollars. On l'écoute. لما أنا قلت باللي إن شاء الله في آخر 2026 بداية السداسي الأول أقصاها نهائي 27 داخل خام تاعي قومي الخام يلحق إلى 400 مليار معناه باللي وراه جيش نتاع صناعيين ونسيج صناعي وإنتاج وكذا وكذا وهذيك هي نوصلوا الجزائر تصبح دولة ناشئة un pays émergent. وماهيش مستحيل وماهيش حتى صعيبة لو نتبع الخطة نتاعنا وما يعرقلوناش أمور هامشية نوصلوا لها إن شاء الله. لما أنا قلت باللي إن شاء الله في آخر 2026 بداية السداسي الأول أقصاها النهائي 27 داخل خام تاعي قومي الخام يلحق إلى 400 مليار معناه باللي وراه جيش نتاع صناعي. Voilà, ambitieux, le président algérien Athmane Mazzouz est avec nous, président du RCD. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Quelques mots sur la situation aujourd'hui, la réalité du peuple algérien en tant qu'Algérien, d'abord, responsable de famille et puis en tant que patron de parti politique. La situation, je viens d'évoquer un certain nombre d'éléments sur ces 5 années. Avoir un peu votre avis, vous êtes en Algérie. Enfin, d'abord, c'est bien de me rappeler toutes ces promesses non tenues de Abdelmajid Tebboune, parce que au lieu de nous présenter son bilan, il est en train encore de faire d'autres promesses électorales, parce qu'il est déjà en campagne, mais sinon, il a un bilan économique des plus désastreux, il a un bilan indéfendable, et c'est pour ça d'ailleurs, pour maquiller en fait une situation des plus délicates et des plus en fait qui n'est pas reluisante, on nous ressort encore une fois d'autres promesses électorales. Il faudrait juste que l'on rappelle aux Algériens que les projets qui viennent d'annoncer, notamment cette voie ferrée qui devrait relier Tamarasset, elle a été déjà faite il y a 5 années en arrière. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, Tebboune et tous ceux qui sont en charge de la gouvernance dans notre pays n'ont pas de bilan à présenter en dehors des échecs, que ce soit des échecs sur le plan économique, des échecs sur le plan diplomatique, mais aussi une baisse drastique du pouvoir d'achat des Algériens. Aujourd'hui, les Algériens peinent à subvenir au minimum de leurs besoins.
C'est cela que, justement, que le pouvoir veut cacher, veut maquiller aux Algériens. Mais sinon, la réalité, vous venez de nous la rappeler à travers votre reportage, où les Algériens peinent encore une fois à avoir de l'eau. Ici même à Alger Centre, l'eau est rationnée. Ici même, dans les quartiers les plus chics d'Alger, l'eau est rationnée. C'est pour vous dire que ce n'est pas seulement Tiaret qui souffre du manque d'eau, mais sinon c'est toutes les villes algériennes. Au jour d'aujourd'hui, encore, le pouvoir veut se pérenniser à travers une communication qu'il contrôle, mais aussi des médias qu'il contrôle. Mais sinon, s'il y avait réellement besoin de débattre sur le bilan de Tebboune, ils auraient d'abord ouvert les médias aux Algériens. Nous-mêmes, au sein du parti, nous souffrons justement d'un déficit, mais d'un empêchement de sortie, de couverture médiatique tout au long de nos sorties. Quand on voit ces belles images, c'est vrai, bien sûr, sélectionnées par les chaînes publiques, on peut avoir l'impression, quand on est à la maison, qu'il y a de belles promesses, il y a des réalisations. On a vu le président algérien dernièrement à Khenchela, d'ailleurs, qui a été aussi assez critiqué, puisque beaucoup disent nous n'attendons pas la pose d'une première pierre de 600 logements ou l'inauguration d'une voie ferrée de 50 km, mais nous attendons un projet économique pour le peuple, l'inauguration de grosses usines, pour justement faire baisser le chômage, des projets aussi autour de l'éducation, un accompagnement aussi pour la jeunesse. On a une jeunesse aujourd'hui, alors sans justifier encore une fois ce qui se passe dans les stades, mais ça c'est peut-être aussi la cause d'un pouvoir absent sur l'accompagnement, vraiment de se préoccuper réellement du peuple algérien. En fait, vous venez de nous rappeler ce qui s'est passé tout récemment à Constantine dans un stade. Tout ceci est l'expression d'un sérieux malaise chez les Algériens. Aujourd'hui, l'Algérien, on ne le laisse plus s'exprimer librement. L'Algérien, on ferme sur lui, mais aussi l'Algérien, on ne le laisse pas vivre en toute liberté. Aujourd'hui, toutes les libertés sont bafouées. L'Algérien, lorsqu'il réagit, on lui réserve la prison. L'Algérien, lorsqu'il veut sortir et exprimer ces revendications, on ne le laisse pas. C'est pour vous dire que le pouvoir est en train de fermer. On est à la veille d'une élection présidentielle et la fermeture est quasi totale. Les espaces d'expression, d'organisation sont totalement fermés. Moi, je m'étonne, je me pose la question, comment ceux qui se sont proposés aujourd'hui pour une participation vont nous expliquer tout ce que nous subissons au quotidien, tout ce que nous avons subi maintenant depuis 5 ans. Comment nous faire miroiter en fait un avenir meilleur, sortir dans la rue pour rencontrer des Algériens pour leur dire quoi? Alors que l'Algérien aujourd'hui n'est pas libre, l'Algérien aujourd'hui voit ses libertés bafouées, l'Algérien aujourd'hui vit des difficultés énormes, notamment sur le plan social. Allez voir le pouvoir d'achat des Algériens. On est à l'approche de la fête de l'Aïd. Allez voir les chaînes. Vous avez vu des images des chaînes qui scandalisent en fait le pays. C'est pour vous dire que aujourd'hui, le deuxième mandat de Tebboune, qui est définitivement en fait scellé, va encore une fois nous faire perdre encore 50 autres années de notre vie et pour la prospérité des Algériens. Vous parlez effectivement de ces élections où les jeux sont faits. En tout cas, nous, en tant que journalistes, observateurs, plusieurs analystes et même presse ont déjà bien compris que les jeux étaient faits. Mais quand on voit le président algérien qui est en poste aujourd'hui, quand il dit notamment dernièrement à Khenchela, il promet au club que l'année prochaine, il trouvera un sponsor, notamment pour les aider, pour les sauver, quand on a certains médias qui annoncent effectivement déjà que le président est en place, le président algérien aussi, qui de par ses annonces
suppute qu'il restera président, que son voyage en France est acté. Comment on explique que quelque part c'est un chef d'État aujourd'hui en 2024 qui a toutes les prérogatives aussi? Aucun candidat aux élections n'ose l'interpeller en disant mais Monsieur Tebboune, vous n'êtes pas encore élu, ne promettez pas des choses. On a l'impression qu'il est seul au monde, pas de gouvernement, plus de Premier ministre, un Premier ministre qui a totalement disparu des radars, des ministres aussi depuis 5 ans que les Algériens ne voient pas du tout. Il a tous les pouvoirs, Abdelmadjid Tebboune, en 2024 en Algérie. En fait, il a tous les pouvoirs, tout simplement. Moi, ce qui me scandalise, c'est le fait d'entendre une certaine classe politique qui est totalement soumise nous miroiter justement une élection ouverte, une élection où ils vont concourir le plus facilement du monde. Mais aujourd'hui, je ne vois pas un parti politique ou bien un candidat qui puisse sortir et aller à la rencontre des citoyens pour présenter pour présenter son projet. Aujourd'hui, l'essentiel des partis politiques, l'essentiel de ceux qui veulent concourir dans cette élection-là, ils sont là à faire en fait à voiler la situation que vivent les Algériens, c'est-à-dire à ignorer carrément les attentes et les revendications des Algériens. Oui. Ouais. On vous entend, Atman Azouz. Continuez, on vous entend. J'ai cru entendre quelqu'un me poser une question. Alors, c'est pour vous dire que pour nous, Tebboune, en essayant de sortir, sortir vers les wilayats, certainement, il va essayer encore une fois de faire miroiter aux Algériens d'autres promesses, d'autres réalisations, mais sinon son bilan est là, il est catastrophique, il est désastreux, y compris les décideurs n'arrivent pas justement à faire convaincre les Algériens, les décideurs n'arrivent pas à convaincre, à défendre des réalisations de Tebboune. Aujourd'hui, on a des réalisations quasi nulles dans tous les domaines en Algérie. Je rappelle que Hassan Halesh est avec nous et puis Hamid Lelou qu'on entendra juste derrière parce que je sais que je dois vous libérer. On parle d'Abdelmadjid Tebboune en tant que chef d'État aujourd'hui et président. Mais est-ce que la question aujourd'hui en Algérie, la problématique, c'est peut-être un manque de politique intérieure, un manque de projet politique? On l'a bien vu en début de mandat sous un boycott et un rejet qui a dépassé toutes les limites de la rue, Abdelmadjid Tebboune. Dès le départ, est-ce que ce pouvoir n'a pas manqué réellement d'une réelle politique à proposer aux Algériens? Donc peut-être se poser la question sur ce système aujourd'hui. Est-ce que demain, si à la place du président actuel, il y avait quelqu'un d'autre, les choses dans le même système, j'entends, peut-être que bien évidemment, vous me direz si c'est vous, ça changerait, mais est-ce que c'est pas un problème de système aujourd'hui? Et puis avoir un mot aussi sur cette journée parlementaire, l'importance de la consolidation du lien armée-nation-peuple pour renforcer la cohésion nationale. Voilà ce qu'a dit Brahim Bourali, donc, qui est le président. La consolidation de la relation armée-peuple a déjoué plusieurs complots. On a un système aujourd'hui où le chef de l'État ou l'armée ont une certaine emprise peut-être auprès du peuple, créer tout cet endoctrinement de la peur. Enfin, comment aussi vous expliquez ça? Quelle vision vous avez, quelle lecture vous avez de ce système aujourd'hui? Atman Azouz, c'est pour vous. C'est à moi, je croyais que c'est pour M. Halesh. En fait, pour ce qui est de l'omnipotence de l'armée, mais aussi de cette volonté-là de nous présenter l'armée comme étant la solution. L'armée ne peut pas être la solution. Vous savez, c'est parce qu'il y a une démission totale des politiques. Que l'on voit aujourd'hui une omniprésence, mais sinon de l'armée, une présence de plus en plus accrue
accrue de l'armée dans la sphère politique. Aujourd'hui, c'est parce que cette démission-là, elle est réelle, elle est présente, elle est partout, elle est quotidienne. Aujourd'hui, un chef de DRA ne sort pas sans la présence du gendarme, du chef de la gendarmerie. Le Wali ne peut pas sortir sans la présence du chef du secteur militaire. Aujourd'hui, Tebboune ne peut pas sortir sans la présence à ses côtés de Chengueriha. Cette image-là est une image normale qui ne donne pas une bonne image de notre pays, une bonne image de la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, cette présence-là pose sérieusement problème pour notre pays, pose sérieusement problème sur en fait la gestion des affaires publiques. Aujourd'hui, c'est aux politiques normalement d'interpeller justement les tenants de ce pouvoir-là pour que la gestion des affaires publiques, la gestion justement, la gouvernance soit entre les mains des civils. Aujourd'hui, il est inacceptable pour nous en tant que politiques d'accepter justement cette présence accrue, cette présence à tous les niveaux de la vie des militaires. Mais sinon, moi je plains beaucoup plus les politiques qui sont démissionnaires, des politiques qui sont soumis. C'est parce qu'on a une classe politique qui est soumise, on a une classe politique qui est totalement inféodée, et c'est pour ça d'ailleurs que aujourd'hui, il n'y a pas un espace où les services n'interfèrent pas. Il n'y a pas un espace où bien tous les leviers aujourd'hui, il faut le reconnaître, tous les leviers de l'État aujourd'hui, ils sont entre leurs mains. Aujourd'hui, les politiques sont pratiquement démissionnaires. Atman Mazoud, permettez-moi de vous garder juste 10 minutes si c'est possible. Je ne sais pas si vous avez encore 10 minutes à nous consacrer. Oui, vas-y. Alors justement, je voudrais écouter aussi Hassan Helaj sur ce que vous venez d'entendre. On est dans cette première partie d'émission avec vous deux, Hamid Elou et Hassan Helaj. On essaie aussi de revenir un peu sur cette réalité, ce qui est proposé à l'écran, ces promesses, ces annonces qui sont faites. Encore à Tiaret, on a un président algérien qui a ordonné au ministre de l'Intérieur et de l'Hydraulique de mettre en place un programme spécifique d'urgence dans les 48 heures. Voilà ce qu'il a demandé, notamment pour régler ce problème à Tiaret, par exemple. Hassan Helaj, sur cette réalité, sur ce que vous venez d'entendre. C'est une triste réalité. J'ai écouté votre éditorial, j'ai bien écouté Atman Mazoud. Je ne ferai que compléter ce que vous avez dit parce que j'y souscris totalement. Malheureusement, nous sommes dans une configuration politique où l'Algérie est un pays qui stagne, un pays qui est complètement dans l'immobilisme. Et donc, vous avez bien fait de relever, aussi bien vous-même que Atman Mazouz, que nous sommes dans une situation électorale, on revient à la foire des promesses, mais que la réalité du terrain, malheureusement, est en totale rupture avec tout ce qui est annoncé. Nous avons malheureusement une jeunesse qui est au chômage. Sans doute 40 à 50% des jeunes n'ont pas d'emploi et quand ils ont des emplois, ils sont précaires. Le secteur économique parallèle est incroyablement important et donc évidemment il y a un déséquilibre total. Donc on parle de 400 milliards de PIB, moi je veux bien, hein, mais malheureusement on ne nous dit pas comment. Est-ce qu'éventuellement il prévoit une guerre mondiale et puis que le pétrole, le gaz doublerait ou quintuplerait le prix donc, de ces matières premières? Ou est-ce qu'il y a une baguette magique que nous, économistes, on ne connaît pas? Donc, je ne sais pas comment vous dire, nous sommes dans une situation où malheureusement, on est dans une espèce d'attentisme, on est dans une espèce de souffrance psychologique, économique, sociale à l'échelle nationale. Le problème de l'Algérie est simple, les gens qui sont au pouvoir le savent, aussi bien les militaires que les civils. Ils savent que le problème de l'Algérie, c'est la mauvaise gouvernance. Le problème de l'Algérie, c'est une bureaucratie qui étouffe toutes les initiatives. Le problème de l'Algérie,
c'est le manque de formation, c'est une école complètement sinistrée, c'est une université appauvrie, négligée, clochardisée, peut-être même, et c'est un manque d'initiative à tous les niveaux. Les gens ont peur d'investir, aussi bien au niveau national que pour les investisseurs internationaux. Donc, il n'y a pas de stabilité juridique, il n'y a pas d'arbitre, la justice n'est pas indépendante, il n'y a pas possibilité... Pas d'opposition? Pardon? Pas d'opposition aussi, peut-être. C'est ce qui fait que le pouvoir aujourd'hui n'est pas mis face à ses responsabilités. Le manque et cette opposition, on en parle même politiquement juste derrière. L'opposition à Asman Mahzouz est mieux positionnée que moi pour en parler. Ce que je peux observer, c'est qu'effectivement, il y a des partis politiques qui ne sont pas au pouvoir et qu'on pourrait appeler opposition, mais qu'en réalité, ils sont un petit peu dans la soumission, pour reprendre la terminologie de responsables du RCD. Et ils sont soumis parce qu'ils n'ont pas le droit à la parole, parce qu'ils ne peuvent qu'applaudir ce qui se passe, ou bien ils sont exclus, complètement marginalisés, comme l'est le RCD. Nous sommes dans une situation, effectivement, où soit on marche le doigt sur la couture du pantalon, où on est complètement exclu. Donc, il n'y a malheureusement pas d'autre alternative. Du coup, ceux qui veulent avoir une place, c'est particulièrement d'ailleurs au niveau individuel, au niveau personnel, eh bien, ils s'approchent du pouvoir, ils applaudissent, ils essayent de participer à cette vaste scène de théâtre. Eh bien, on en parle. On en parle dans un instant, puisqu'on va bien évidemment, vous le pensez bien, revenir sur la réaction et l'annonce hier notamment du président du FFS aux élections présidentielles. Tout de même 2-3 minutes, Hamid Lelou aussi, sur cette situation, réalité, ce contexte qu'est en train de vivre le peuple algérien. J'avais au téléphone tout à l'heure des Algériens qui me parlaient notamment de cette fête de l'Aïd el-Kibir, Inch'Allah, où aujourd'hui un mouton correct, c'est pas loin de 10 millions, donc 100 000 dinars, ce n'est pas rien. Ou alors on en verra aussi des images tout à l'heure. L'État qui propose un certain nombre de bétail, mais autour de 6 millions aussi, et apparemment c'est pas fameux. Hamid Lelou. Écoutez, moi je ne vais pas répéter ce que Sir Othman et Sir Hassan ont déjà dit, et j'adhère complètement à ça. La situation sociale, et je pense que c'est une des raisons, à mon avis, qu'ils ont fait avancer les élections, parce qu'ils savaient que ce serait une catastrophe. Les événements de Tiaret, les événements du stade de Constantine, ce sont que le début. Je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de grogne sociale, et j'espère que les Algériens ne sortiront pas parce qu'ils ont faim, mais ils sortiront parce qu'ils en ont marre, ils sortiront à cause de la dignité. J'espère qu'ils vont transformer la journée du vote farce à un boycott actif. D'ailleurs, je n'ai cessé de le répéter et de demander à tous les activistes indépendants algériens et aux partis politiques indépendants d'appeler au boycott actif, pas à l'abstention, non, mais au boycott actif, dire qu'on en a marre, il faut arrêter ce cirque parce que ça a trop duré. Maintenant, pour ne pas tourner autour, moi j'ai envie de réagir par rapport au PIB. Si Hassan a parlé du PIB, comment ils vont faire, est-ce que c'est la guerre mondiale, etc. Déjà, les chiffres, quand il s'agit des chiffres, ils ont toujours manipulé les chiffres parce qu'il n'y a pas d'institution ou d'organisme indépendant pour vérifier de la véracité et de la pertinence de leurs chiffres. Donc, ils peuvent donner les chiffres qu'ils veulent. Un. De deux, le PIB, c'est quoi le PIB? Le PIB, il est utilisé par la Banque mondiale et le FMI essentiellement pour évaluer et estimer l'état de santé, ou plutôt l'état de l'importance des économies dans les pays dans le monde, et surtout les pays sous-développés ou en voie de développement. Parce que les pays développés, ils n'utilisent pas le PIB, ils utilisent ce qu'on appelle le revenu brut national. C'est pas interne. Pourquoi? C'est quoi la différence entre les deux?
Le revenu national, c'est vous incluez les taxes que vous récupérez de vos sociétés qui travaillent à l'international. Vous récupérez aussi les dividendes de l'investissement que vous avez fait à l'international. Du coup, c'est beaucoup de plus, beaucoup de positif. Ce n'est pas basé sur les ressources que vous vendez, sur le pétrole et le gaz comme fait l'Algérie. Et aussi, autre chose par rapport au PIB, il faut que les Algériens comprennent, quand il y a 400 milliards, à supposer il y a vraiment 400 milliards de dollars, il n'y a pas que du positif, il y a beaucoup de négatifs là-dedans. Il y a l'investissement, il y a les dettes, il y a le fonctionnement de l'État avec les bureaux, les ministères, etc. C'est tout ça qui est compté ensemble. Et la valeur ajoutée de tout ça, c'est-à-dire au lieu de prendre le négatif, le positif moins le négatif, ils rajoutent les deux chiffres et du coup ça gonfle. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas trop se référer au PIB. Ceci dit, malgré tout ça, ils vont gonfler le prix parce que les chiffres, parce qu'ils ont l'habitude de faire ça. Nous allons, merci Hamid Lelou, nous apporter ces quelques éléments aussi économiques, parce que c'est vrai, quand on parle d'argent, c'est aussi de savoir si c'est dans le sens du développement du pays. Où est l'ancien FFS? Beaucoup de militants ont réagi depuis maintenant plusieurs heures, puisque Youssef Aouchiche a annoncé clairement sa candidature. On l'écoute. بالنسبة لنا كحزب بالنسبة للمناضلات والمناضلين لأننا حسمنا قرارنا في المشاركة وتقديم مرشح للحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة وهذا لحمل مشروع تغيير وبناء بديل حقيقي تكون أسسه الدولة الديمقراطية الحقة تكون أسسه المشاركة الفعالة. Il faut croire en le génie Algérie et il faut tout simplement oser le changement jusqu'au bout. Oser le changement, c'est tourner la page des gaspillages, des échecs, des détournements, de la corruption et du bricolage. Oser le changement, c'est rejeter les impasses et le statu quo. Oser le changement implique une renaissance politique, une renaissance économique, une renaissance sociale et culturelle que nous réclamons depuis des décennies. Oser le changement fait appel à une refondation politique et institutionnelle du pays, articulée sur les principes du droit, de la participation citoyenne et de la souveraineté que nous proposons aux Algériennes et aux Algériens. Alors, qui dit FFS dit bien évidemment un grand parti, maintenant, depuis l'indépendance, et qui dit FFS dit aussi Hussein Naït Ahmed, on l'écoute. Il s'était étonné que je n'ai pas accepté d'être chef de l'État. Il tombait des nues. Il pensait que, comment refuser d'être honoré. Mais je vais être comme ça. Je vais avaliser toutes leurs décisions, toutes leurs politiques, tous leurs massacres, tous les effets de destruction et de déshonneur de notre pays. Comment voulez-vous que... J'ai été frappé par le fait que l'ex-ministre des droits de l'homme, qui était chef de la Fédération de France, m'a dit on lui a proposé d'être... Il a refusé. On lui a proposé d'être président. C'est quoi ça? Moi, j'ai mes convictions. Ce qui m'importe, ce sont les souffrances du peuple algérien. Avec nous, le président du RCD, Athmane Mazzouz, comment vous réagissez, notamment sur le FFS, si vous voulez, qui est un parti quand même de plusieurs années, et puis à ces partis politiques qui aujourd'hui entrent dans la cour, alors qu'on sait que dans le climat actuel, on voit que les jeux sont faits. Qu'est-ce qui les pousse à rentrer un peu dans l'arène de ces élections? Est-ce que ça va réellement payer? Est-ce que ça va réellement oser le changement, comme le dit Youssef Aouchiche? En fait, je voudrais juste rappeler quelque chose d'important pour les Algériens.
lorsqu'on veut parler de renaissance, mais aussi de changement, où étaient tous ces partis politiques-là lorsque des millions d'Algériens sont sortis dans la rue pour revendiquer ce changement-là? Nous, au RCD, nous avons accompagné cette formidable insurrection, ce formidable sursaut citoyen pour le changement. Aujourd'hui, on ne vient pas miroiter aux Algériens avec une mobilisation, avec une participation de moins d'un cinquième du corps électoral dans les anciennes joutes électorales pour dire que le changement est possible. Possible avec qui? Avec l'ancien personnel politique qui a servi sous Bouteflika, qui a ruiné la nation, qui a détruit l'économie algérienne, qui a dilapidé les richesses du pays. Aujourd'hui, c'est bien beau de dire qu'il faut aller vers une élection, mais quelles sont les garanties d'un scrutin régulier, d'un scrutin transparent? Aujourd'hui, personne ne peut convaincre l'Algérien aujourd'hui d'un scrutin ouvert, d'un scrutin où l'Algérien pourra contrôler sa propre expression. Qu'est-ce qui pousse On ne voit pas comment un parti politique va aller vers une élection alors que les espaces d'expression sont totalement fermés aujourd'hui. Ce n'est pas parce que aujourd'hui vous êtes candidat et quand vous ouvrez les espaces, les médias, vous allez dire que ça a changé. C'est pas vrai. Où étaient ces partis politiques-là durant les 5 années passées? On ne les a pas vus. Aujourd'hui, l'essentiel des partis politiques, c'est comme les magasins qui ouvrent Ramadan avec Tazlabia. C'est-à-dire on les voit d'une élection à une élection. Aujourd'hui, un parti politique, il doit être constant, il doit sortir, il doit activer. Aujourd'hui, les partis politiques, les vrais partis politiques, ceux de l'opposition, on ne les laisse pas s'exprimer, on ne les laisse pas activer sur la terre. Antoine Loiseau, je vais vite parce que je dois vous libérer. Vous avez raison et nous, en tout cas, depuis 5 ans, on ne voit pas de congrès de partis politiques. En tout cas, du côté de ces partis qu'on fait alliance, le FLN, le RND, entre autres, ou alors du côté du FFS, on n'a pas vu énormément d'activités. Mais vous faites ce constat, effectivement, pas d'opposition, difficile de s'exprimer, des partis qui ont été totalement absents. Mais comment vous expliquez? Comment vous justifiez l'action de ces partis? Est-ce qu'ils sont achetés? Est-ce qu'ils auront quelques aides, quelques rétributions par la suite? Est-ce qu'ils rentreront au gouvernement par la suite? Je pense que Youssef Aouchiche, par exemple, il est conscient de cette situation. Il est peut-être même conscient que les jeux sont faits. Qu'est-ce qui le pousse à entrer dans les élections aujourd'hui alors que l'écart entre la politique du pouvoir et des élections aujourd'hui et le peuple, elle dépasse toute limite? Moi, je ne crois pas qu'ils ne sont pas conscients. Ils sont conscients de cette réalité-là. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas conscients, mais sinon, ces partis politiques-là se préparent à l'après-élection présidentielle. Mais se préparer à l'après-élection présidentielle, il faudrait justement chercher d'abord l'intérêt du citoyen. Moi, je ne serai pas je ne participerai pas à une compétition où les jeux sont déjà faits, où la même réalité que nous vivons aujourd'hui sera probablement pire d'ici une année, parce que un gouvernement qui a échoué, un président qui a échoué, je ne vois pas d'où tirera encore de l'énergie pour pouvoir convaincre et pour pouvoir mobiliser les Algériens. Parce que dans tout ça, pour pouvoir changer, pour pouvoir impulser un ressort dans tous les domaines, il faudrait d'abord mobiliser les Algériens. Et aujourd'hui, on le constate chaque jour. Moi qui ai fait beaucoup de sorties dans certaines wilayats, vous savez, l'Algérien est très inquiet. L'Algérien ne croit pas aux promesses. Tout à l'heure, M. Hires, que je rejoins tout à fait, a parlé de foire de promesses. C'est une réalité. Ils vont encore nous faire miroiter des solutions, des promesses, mais des promesses qui, d'ici 5 ans aussi, nous allons le constater sur le terrain, comme quoi nous allons nous retrouver avec un bilan encore catastrophique,
pire que celui que nous avons, parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de profiter d'une certaine aisance financière, mais sinon, même avec cette aisance financière-là, ils ne rassurent pas. M. Hiraj disait tout à l'heure qu'on ne rassure plus personne. Ils ne rassurent ni l'opérateur économique, ni l'étranger pour qu'ils puissent venir investir aujourd'hui. Disons-le clairement, quel est l'apport en investissement direct étranger? Il est presque nul, insignifiant, y compris pour cette question de PIB-là. Je ne vois pas comment il va doubler le PIB. À partir de quoi? À partir de quoi? Nous savons tous que le PIB est le produit des valeurs ajoutées que vous créez. Où sont ces entreprises-là qui vont créer des valeurs ajoutées? Où sont ces opérateurs-là qui vont risquer? C'est pour vous dire qu'ils sont dans le faux, et aujourd'hui aussi, disons-le clairement, parce que notre ami Loulou avait parlé d'instituts indépendants de statistiques. Aujourd'hui, l'Algérie ne dispose pas d'instituts indépendants de statistiques pour qu'on puisse nous donner du vrai chiffre. Aujourd'hui, on nous annonce un taux d'inflation qui dans la réalité est autre. On nous annonce un taux de chômage qui dans la réalité est beaucoup plus important. C'est pour vous dire que nous-mêmes, nous avons interpellé ce gouvernement. Je me souviens avoir interpellé le directeur de l'Office national des statistiques. Lorsque j'étais député, je l'avais interpellé pour lui dire est-ce que vous croyez réellement à la véracité des chiffres que vous nous communiquez, que vous communiquez au gouvernement? Il m'avait pris en aparté pour me dire que ces chiffres-là sont faux. Et comment les croire alors? Il est bien aussi intéressant de rappeler la déclaration d'un ministre qui est actuellement en prison, qui avait annoncé 12 000 et quelques créations d'entreprises. Et lorsqu'il est passé à la barre, il leur a dit que tout ceci est faux. Qui va croire maintenant aux chiffres qu'on nous avance ou bien aux promesses qu'on nous avance? Deux petits points très rapides avant de vous libérer. Dernièrement, vous êtes réunis tout de même avec le Parti des travailleurs, si je ne me trompe pas, et l'UCP. Vous, pour l'instant, on a compris votre position, même si vous avez dit que vous allez annoncer officiellement la position du RCD fin juin, début juillet. Pourquoi est-ce que cette tripartite, enfin ce parti des travailleurs et l'UCP ne sont pas restés à vos côtés? Je pense que vous leur avez passé le message tout de même en se réunissant, en leur disant voilà les conditions, dans ce système-là, c'est pas possible. Pourquoi est-ce que Zoubida Assoul et Louisa Hanoun ne vous ont pas suivi? Vous savez ce qui est désolant dans notre classe politique, c'est que les engagements sont souvent reniés. Ce n'est pas seulement le cas en fait de ceux que vous venez de citer, mais sinon, dans la réalité, dans la pratique, le pays, depuis l'ouverture démocratique et bien avant aussi, la vie politique algérienne est faite de reniement, de renoncement, mais aussi de soumission. Et ce qui me désole le plus, c'est ça. Il faudrait qu'on réapprenne à faire de la politique. Il faudrait qu'on réapprenne réellement à faire de la politique engagée. Aujourd'hui, il est triste de le dire, aujourd'hui, on n'a pas une classe politique qui est là à défendre l'intérêt du citoyen. C'est une classe politique qui cherche ses propres intérêts, qui cherche seulement à se positionner pour des succès. Se positionner lors des scrutins. Dernier point, est-ce que vous pourriez nous offrir un scoop? Vous allez appeler au boycott, c'est ça la position du RCD, ou est-ce qu'il faut attendre fin juin, début juillet? Mais je pense que vu un peu vos analyses, vous allez certainement pas vous présenter et appeler au boycott. Vous savez, nous avons préféré d'abord aller discuter, aller échanger, débattre avec les citoyens. C'est ce que nous faisons d'ailleurs depuis maintenant quelques mois. Nous allons continuer sur cette voie-là, mais sinon la position définitive du parti, elle sera arrêtée après un débat, notamment dans les structures régionales du parti, mais aussi lors du Conseil national, et je vous le donne, qui sera convoqué le 5 juillet prochain. Et la décision du parti par rapport à ce scrutin sera définitivement arrêtée. Mais on ne peut pas penser que demain le RCD appelle au vote ou se lance en tant que candidat. Ou alors, je ne veux pas anticiper sur la décision du Conseil national. Je crois que je préfère que l'on reste ici et puis pour que l'on ne dise pas que je suis en train d'influencer sur la décision prochaine du Conseil national.
comprends, je vous poussais un peu, mais en tout cas, merci d'avoir été avec nous et on rappelle aux téléspectateurs que nous appelons vraiment tous les partis politiques. Encore hier, nous avons tenté en vain de joindre le FFS, vous pensez bien, mais malheureusement, nous essuyons des refus ou des non-réponses au téléphone. Atman Mazouz était avec nous, président du RCD. Merci et bonne continuité. Je crois que vous êtes en réunion ou en Merci conférence. également. Merci infiniment. Hassan Herash, vous connaissez aussi bien évidemment le pays. On va évoquer avec vous maintenant un peu les causes de ce système. Qu'est-ce qui pousse à ce qu'effectivement le pays s'effondre de plus en plus, selon vous? C'est le système, c'est ce pouvoir qui est toujours le même maintenant depuis plusieurs décennies. On a tout de même l'impression que ce pouvoir est là. Certains diraient c'est un canard boiteux, mais il est là, il avance, il a son calendrier. Comment, selon vous, quels éléments de réponse vous pourriez apporter aux Algériens, aux Algériennes qui encore là sont confrontés à se procurer un mouton de l'Aïd en 2024 parce que c'est tellement cher et que c'est de plus en plus difficile? Vous savez, les Algériens savent malheureusement que le changement est dans la continuité. C'est d'ailleurs ce que exprimait le responsable du FFS, M. Youssef Aouchiche, pardon. Il parlait de changement. Oui, il y a eu un changement dans son parti parce c'était un parti qui levait la tête, qui avait des convictions, comme disait Hossein Ahmed, un parti vraiment de l'opposition, un parti qui a suscité quand même à un certain moment un espoir relativement important. Et puis là, il tient le même discours que Ben Grina. Donc là, effectivement, le changement. Il tient un discours de position basse, donc d'acceptation de ce qui se passe. Tous les événements le dépassent complètement. Donc il essaye d'élever le ton pour combler le vide. Et malheureusement, donc on est dans cette situation-là qui est proche de la désespérance, hein. Donc, en ce qui concerne en tout cas le changement qu'on peut attendre de notre pays. Depuis on va dire 92, depuis l'arrêt du processus électoral, effectivement, on prend énormément de distance vis-à-vis du processus démocratique. On a bien vu les 20 ans de règne de Bouteflika où la corruption est devenue généralisée, elle est devenue institutionnalisée. On a vu que l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune n'a pas mis fin justement à cette prédation, n'a pas mis fin à cette gabegie. Et l'Algérie se trouve dans une situation où les caisses de l'État sont quasi pleines, mais le peuple est pauvre. Vous l'avez souligné dans votre éditorial. La majorité du peuple algérien peine à boucler leur fin de mois, peine à se nourrir correctement. Ils sont loin effectivement de pouvoir assurer le rituel de l'Aïd el-Kbir parce qu'effectivement la viande elle est très chère. L'agriculture algérienne n'est pas au niveau que l'on peut espérer malgré un certain nombre d'annonces. À titre d'exemple, on nous dit que ça y est, le blé, on a résolu le problème, on va produire des millions de tonnes, etc. Certes, oui, il y a sûrement une augmentation, mais il faut savoir que le besoin des Algériens est de l'ordre de 12 millions de tonnes par an. Or, on estime que la production algérienne sera autour de 2 millions 5 tonnes. Donc, vous voyez, c'est complètement abyssal. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui des appels d'offres de l'Algérie pour acheter du blé à l'Ukraine, à la Russie, à la Bulgarie, sans doute aussi un petit peu en France, etc. Donc, les Algériens voient tout ça et il n'y a pas de perspective. À partir du moment où on ne veut pas changer de gouvernance, où on gère le pays à la petite semaine, donc il y a une espèce de blocage
institutionnel, de blocage complètement, d'ailleurs, beaucoup plus psychologique que politique. Pourquoi? Parce que le psychologique, c'est en fait que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui ont un sentiment de puissance, donc ils ne veulent pas perdre ce sentiment-là, ils ne veulent pas perdre leurs privilèges, ils veulent rester au pouvoir parce qu'ils s'imaginent qu'ils sont indispensables et que s'ils partaient, le pays s'effondrerait, etc. Donc il y a toute une étude de ce côté-là. Il faut que vous donniez la parole à des psychologues expérimentés. Ils vous diront que nous avons malheureusement à faire face à des personnalités difficiles. En l'occurrence que nous avons beaucoup de mégalomanie, beaucoup de paranoïa, et toute critique est considérée comme étant une attaque, ce qui fait qu'effectivement on bâillonne l'opposition, on bâillonne les journalistes, on bâillonne les intellectuels, on bâillonne tout ce qui sort de la pensée unique du pouvoir. Et nous sommes malheureusement dans une situation de blocage, et ce n'est pas demain la veille que ça va changer. Je crois qu'il faut une véritable volonté politique, et aujourd'hui on n'y est pas. On n'y est pas, on continue la discussion. On regarde ces quelques images, ce rassemblement notamment. Ils étaient nombreux à tenter d'acheter, de se procurer notamment un mouton à la veille de l'Aïd el-Kbir. ندير لك واحد كراس زاد عوس عليا انايا تضربوا بعداتهم كراسوا يا عمي حميد عدني لله يا راي وقف عرفه Hamid Lelou est avec nous aussi. Hamid Lelou, peut-être un point de vue. Il y a un pouvoir, mais on se rend compte quand même que maintenant, depuis plusieurs années, que tourne tout autour peut-être du chef d'état-major, en tout cas de ce corps militaire, et peut-être aussi au nom du président, selon un peu les présidents qui succèdent, et encore plus depuis l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune. On essaye de comprendre aussi ces échecs, ces difficultés, ce quotidien, ces causes. Il n'y a pas de gouvernance, c'est un pays qui est livré à l'armée et au nom unique d'Abdelmadjid Tebboune, une gouvernance totalement absente. On voit dernièrement depuis 5 ans que les choses n'ont pas été faites pour améliorer vraiment le quotidien des Algériens. Comment vous analysez ces causes? Manque de politique intérieure, légitimité, avoir un peu votre analyse de l'état de ce pays. Moi, contrairement à beaucoup d'Algériens, je ne suis pas d'accord sur la nature du pouvoir en Algérie. C'est pas un pouvoir dictature militaire. Moi, j'ai toujours pensé que c'est un pouvoir de police politique. C'est la police politique qui contrôle, y compris l'armée. L'armée, il y a 2 types de militaires, 2 types d'officiers militaires. Il y a les officiers opérationnels qui sont dans leur caserne, qui s'occupent de leur travail, de l'entraînement, de la préparation. Et il y a les officiers supérieurs politiques, ceux qu'on voit à la télévision, H24, on les entend sortir, rentrer et nous débiter leurs bêtises. Donc, il y a une très, très grande différence. Maintenant, vous me direz, alors dans ce cas-là, pourquoi ces officiers opérationnels, ils ne viennent pas régler les problèmes? J'espère, moi, j'appelle pas au coup d'état militaire, déjà. Il ne faut pas qu'ils se mêlent, ces gens-là, autrement, on verrait les chars dans les rues. Et aussi parce qu'il n'y a pas d'accord tacite, mais il y a une entente tacite. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que ces gens-là qui sont dans l'opérationnel, à partir du moment où ces politiques, ces militaires politiques, leur procurent le financement qu'il faut, les moyens qu'il faut pour
pour travailler, parce que c'est quand même qui se chiffre à des milliards de dollars d'investissement dans l'armée, dans les services sociaux de l'armée, dans l'armement, la préparation, l'équipement, etc. Et du coup, à partir du moment où ils ont ça, les officiers opérationnels, ils vont pas s'occuper du reste. Deuxième raison, comment voulez-vous que ces officiers opérationnels disent quelque chose alors qu'ils ne voient pas d'alternative politique? Il n'y a pas d'opposition réelle, y compris le RCD. Moi, j'aurais aimé que M. Othman réagisse. Le RCD, il va appeler, à mon avis, il ne va pas appeler au boycott, parce que s'il appelle au boycott comme je le fais et j'essaye de convaincre beaucoup de gens, il va se voir retirer son agrément, il n'existera plus. Parce que c'est ça la politique en Algérie, c'est les menaces, c'est l'influence et les menaces. Et le RCD, même si il n'appelle pas aux élections, il ne va jamais appeler au boycott actif. Il va sous-entendre l'abstention. Et l'abstention n'a jamais été un boycott actif. L'abstention n'est pas un acte politique. L'abstention, c'est une personne qui est fatiguée et qui dit bon, je m'en fous, je ne vais pas voter, je reste chez moi. Et ça se fait même dans les pays démocratiques où on voit des taux d'abstention assez importants. Ce n'est pas un acte politique. Alors que le boycott actif est un acte politique. Le régime est dans sa logique. Il va continuer. Il a les moyens de le faire et il ne voit pas cette opposition. Et j'espère que cette journée de leur vote, de leur mascarade électorale, va se transformer en notre fête à nous, à un sursaut populaire non violent contre la continuité de cette farce. Et enfin, pour dire Chengriha Tebboune, c'est pas eux qui décident, eux aussi ils font partie d'un cirque qui est en train de se jouer. Et d'ailleurs, pendant longtemps, on nous disait Fakhamatuhu, Fakhamatuhu, Fakhamatuhu. Et soi-disant, Bouteflika est parti, ce clown national qui dit ah non, il ne faut pas parler de Fakhamatuhu parce que ça nous rappelle l'ancien régime. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez toutes les crises là qui sortent à droite et à gauche, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu d'apporter des solutions, un ministre de l'Intérieur, pour vous dire quel niveau, un niveau aussi bas que ça, au lieu d'apporter des solutions, ils passent 95% de leur temps à dire mais nous sommes ici sur insistance du président. Figurez-vous, si le président n'avait pas donné d'ordre, vous croyez que les ministres de l'Intérieur et les ministres je sais pas moi, de l'eau et seraient venus ensemble et les Wali, c'est votre travail de le faire. Est-ce que vous avez besoin de l'ordre de présidence de ce charlatan de président? Un autre qui nous dit le président il pleure le sort des Algériens. On a besoin d'un président, mais on a à foutre de ses pleurs. Et son solution, le président qui a insisté, et il faut le citoyen, il a répété ça 10 fois dans une réunion. C'est ça le président, c'est ça qu'on veut entendre. Elles sont où les solutions? Mais c'est pour moi, je suis fatigué de l'analyse ou de la paralysie de l'analyse et de continualiser. Moi, la solution que je propose maintenant, par priorité, c'est de boycotter activement ces prochaines mascarades électorales. Non seulement il ne faut pas aller voter, mais il faut sortir massivement et dire non à la continuité de ce dénigrement de la citoyenneté algérienne, parce que le citoyen algérien n'existe pas en tant que citoyen, c'est un individu et on fait du rafistolage, parce que des fois on a peur quand le citoyen se révolte et commence à jeter dans la rue. Et enfin, j'ai eu une émission, juste pour continuer, cette classe politique qui est domestiquée, aussi on lui inculque dans la tête, et ça c'est le travail des services de police, que la violence c'est la solution. Comme quoi il faut un bâton pour corriger le peuple. Moi j'ai pas besoin de violence, au contraire, il faut que le peuple réfléchisse. C'est vrai que ce sont des mots qui reviennent souvent du côté de l'armée, du côté du pouvoir aussi, la main étrangère, l'ennemi extérieur. Le pouvoir entretient aussi par ces mots, par ces images, conditionne un peu le peuple dans ce sens d'entretenir un peu. C'est vrai que ce sont des termes, ce sont des champs lexicaux qui rejoignent un peu la violence. C'est le mot-clé, conditionnement. Effectivement, conditionnement psychologique. Dans les pays dictatoriaux ou bien autoritaires, il y a deux choses. Il y a faire la peur, faire régner la peur, ça c'est un. Et deuxièmement, c'est le mensonge.
les deux vont ensemble. C'est ce que fait l'Algérie, enfin ce que fait le régime. Il fait peur en disant que la menace étrangère, l'intervention des étrangers, la menace de votre classe politique, tous les activistes qui sont à l'étranger sont au service des intérêts. Vous travaillez pour qui? Vous travaillez pourquoi? Ce genre de langage. Et aussi le mensonge. On a parlé, j'ai assisté à une émission sur la 5e génération, le conflit de la 5e génération des conflits. C'est le matraquage médiatique, le bourrage de crâne. Et ça, dans d'autres pays, ils le font, mais souvent ils le font avec un peu de vérité pour masquer beaucoup de mensonges. En Algérie, on fait que des mensonges. Et c'est pour ça qu'ils continuent à nous bourrer le crâne avec cette information. Le président est sorti, le président est rentré, le président pleure, le président donne des ordres. 24 heures pour régler un problème qui dure depuis 60 ans. Mais de qui se moque-t-on? Mais c'est des idiots, mais n'importe quoi. C'est un langage d'idiots. Un président qui donne des ordres, vous avez 24 heures pour régler un problème. Justement, alors restez avec... On le sait en plus, on le voyait venir. Hamid Lelou, restez avec nous, on va regarder ces images. C'était notamment à Tiaret, notamment voilà ce qu'a dit le président aussi en début de semaine sur la réalisation d'un projet de transfert des eaux, dit-il, depuis la région de Chotchergui sur une distance de 42 km, les travaux étant toujours en cours. Donc il a ordonné donc au ministre concerné qu'il doit renforcer le chantier, que cela doit se régler d'ici 20 jours. C'est ce qu'on a appelé cette semaine, notamment les effets d'annonce et les pansements d'urgence. Tiaret, c'était cette semaine le peuple en colère et mécontent, quasiment un an où il n'y a pas d'eau. تحت فين يمشي علينا في لافونير تحت الرومبو تحتاني هاي تفاتي هاي خليدو يا محمد قاعد يجيها اليمين الخليفي لا ركب ولدك ركبوا معاكم ركبوا هاي منها حليمه يا راجل Voilà, nous sommes revenus sur cette actualité cette semaine, sans justifier, mais on tente aussi de donner quelques explications. Les stades, énormément, donc c'est l'un des seuls lieux en termes d'expression, mais aussi où est le pouvoir, où est l'État qui est censé donc sécuriser, accompagner, créer des projets donc sociétaux, des projets autour de l'éducation, entre autres. Alors Sanhadja Akrouf est avec nous, militante politique, membre de l'ACDA. Sanhadja Akrouf, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Il était important aussi de vous avoir en tant que militante politique. En 2019, vous avez bien évidemment, et vous faites toujours partie de cette révolution, de ce Hirak, non aux élections. On a vu certains partis, notamment dernière en date, le FFS hier, donc s'aligner et entrer dans les élections présidentielles. Peut-être un mot sur cette échéance électorale de 2-3 minutes, et je sais aussi que vous vouliez réagir sur cette échéance aussi européenne demain en Europe. Sanhadja Akrouf. Oui, moi, pour les élections en Algérie, je suis un peu comme la majorité du peuple algérien, c'est un non-événement, quoi. Voilà, donc il y a les enjeux, les vrais enjeux et les vrais
j'ai envie de dire, débat se passe au sein du pouvoir lui-même, qui en présente pas. Le reste, le FFS qui, malheureusement, qui est quasiment mort, hein, malheureusement, je le dis malheureusement, je m'en réjouis pas, mais qu'est-ce qui reste du FFS? Les autres partis, pour ne pas dire... après, je peux respecter. Certains, ils disent, je pense à Zoubida Assoul et Louisa Hanoun, qui disent c'est le moment ou jamais d'exprimer notre opposition et nos idées. Sauf que je pense que dans un pays, peut-être en France, qui est loin d'être un pays complètement démocratique, on le sait très bien, mais on sait que Bardella, s'il doit passer demain à 30%, il passera, même si le pouvoir en place aujourd'hui de Macron a tout pour qu'il passe pas, mais il passera s'il le faut, parce que les électeurs restent quand même un outil démocratique dans les pays dits démocratiques, parce qu'il y a beaucoup... Alors en Algérie, on rappelle en Algérie que Mohamed Chorfi a annoncé en début de semaine que l'Algérie avait atteint un niveau international d'intégrité, de transparence, d'organisation, et que tout le monde pourra voter à l'étranger comme en Algérie, donc tout se passera bien. Je voulais redonner cette information. Je vous en prie. Que tout le monde passe votera, il n'y a pas de souci. Ils sont en train même de supplier les gens d'aller voter. La question n'est pas là. De toutes les façons, qu'est-ce qu'il va... Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas un vrai candidat opposant, auquel cas il va y avoir des trafics, des machins, comme on a pu vivre sous Bouteflika, Benflis, etc. Où il y a eu qu'on le veuille ou pas, il y a eu quand même des enjeux plus ou moins de candidats qui étaient tous les deux des candidats du pouvoir, c'est pas la question. Mais là aujourd'hui, il y a le pouvoir, et les autres, ils vont dire peut-être que, mais moi je pense que fondamentalement pour les partis dits démocratiques ne peuvent aller aux élections tant qu'il y a des militants qui étaient avec eux dans la rue et qui sont rentrés en prison à cause de la revendication des libertés, du départ de Bouteflika et des libertés en Algérie. Donc quelque part, pour moi, peut-être je vais peser quand même mes mots, mais je parle des pays de l'opposition, c'est quelque part une trahison par rapport aux amis, aux camarades qui étaient avec eux dans la rue. C'est-à-dire, on n'en parle pas. Je pense que le minimum, c'est de dire, il faut aller à un moment donné aux élections. Bien sûr qu'il faut y aller, bien sûr qu'on cherche l'apaisement, bien sûr. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut un minimum, il y a un SMIC. Le SMIC s'appelle quand un jeune est rentré en prison pour avoir manifesté son opposition, on ne peut pas tenir des élections comme si de rien n'était. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sanhad Jakrou voulait aussi réagir un peu sur cette échéance européenne. Demain, donc, l'Europe vote en ce 9 juin. Bien évidemment, c'est une date importante pour vous, vous me le disiez. D'abord, l'Europe, c'est aussi le Maghreb, c'est aussi le Proche-Orient. Oui, c'est une date importante. Enfin, les élections européennes n'ont jamais beaucoup mobilisé... en tout cas en France. En Allemagne, un peu plus, il y a une culture plus européenne qu'en France. Mais il me semble que cette fois-ci, les élections, en tout cas du 9 juin 2024, ont une importance politique. Pourquoi ? Parce que en France, en Europe, il y a ceux qui sont sortis pour dénoncer ce qui s'est passé le 7 octobre et qui soutiennent Netanyahou. Et il y a ceux qui dénoncent la colonisation du peuple palestinien, la répression, qui est plus que la répression, c'est un génocide. Quand on refuse de prononcer le nom génocide, c'est un génocide. Et donc c'est important. Moi je pense que c'est important que tous ceux qui nous regardent, en tout cas j'espère que c'est aussi des centaines de milliers comme avant, de France je parle, et qui ont le droit de voter, il faut que demain ils aillent voter parce que pour moi c'est un référendum contre
Israël, c'est un référendum pour la Palestine. Et c'est un moment crucial demain. Alors on va me dire, oui, il y a des gens qui manipulent pour sortir la carte de la Palestine aujourd'hui, puisque hier, moi, je m'en fous. Politiquement, c'est ce qui restera. Politiquement, il restera si le camp du pro-palestinien gagne. Mais... En tout cas, on dira que c'est quand même en grande partie le soutien à la Palestine. Tanhadj Akrouf, merci d'avoir été avec nous. Vous vouliez réagir sur ces deux points. Hassan Hiresh, je reviens à vous. Voilà, il nous reste 6 petites émissions, 6 petites minutes. On se retrouvera pour d'autres émissions. Demain, donc, faut prendre ses responsabilités. Le peuple doit prendre ses responsabilités. Certaines personnalités politiques aussi pour faire avancer aussi cette situation. Apparemment, les jeux sont faits, donc le régime est amené à continuer. Est-ce que les Algériens vont revivre à nouveau 5 années sous la même emprise, mais surtout sur la même situation, celle de la difficulté, de la survie, de l'angoisse de subvenir à ses besoins? Écoutez, pour conclure, il y a peut-être un seul point sur lequel je ne suis pas entièrement d'accord avec mon ami Hamid Lelou, c'est quand il dit qu'il faut qu'on arrête de penser qu'en Algérie, le problème c'est l'armée, mais c'est le service de renseignement, la police politique, etc. qui gouverne. Moi, je pense que quand on analyse une situation aussi anarchique, aussi confuse, aussi dramatique, aussi tragique comme celle d'un grand pays comme l'Algérie, un seul faisceau d'explication ne suffit jamais. Il y a toujours plusieurs faisceaux d'explications. On ne peut pas mettre de côté, on ne peut pas faire l'impasse, fermer les yeux sur la vassalité de certains juges, de certains procureurs, sur la servitude volontaire des partis politiques. On l'a vu, des partis qui ont changé complètement de veste, etc. Tout ça, ils ne sont pas obligés. On voit par exemple la précipitation d'un parti comme le PT, comme le FFS pour se présenter à ces élections-là. On voit bien par exemple que le RCD ne le fait pas. Donc il y a quand même une responsabilité de ces gens-là. On va pas mettre que sur un corps d'armée ou politique ou administratif. L'administration, la grande administration, l'ENA, tous ceux qui sont de l'ENA, etc., ils sont complices de ce système. Je pense qu'on ne peut pas analyser avec un seul faisceau d'explication un problème aussi grand, de cette ampleur-là. Je pense qu'il faut évidemment la sécurité a sa part de responsabilité et elle est grande, mais on a vu par exemple en 89, on a vu que ça a été quand même possible de dénouer la situation. On a été capable effectivement de faire l'impasse sur la sécurité militaire qui régnait à cette époque-là, sans doute encore plus qu'aujourd'hui. Et on a vu aussi Bouteflika qui a tronçonné les services de sécurité en plusieurs départements pour l'affaiblir. Donc, de mon point de vue... Donc, c'est possible. Donc, tout est possible. Quand on est dans une situation comme ça, de blocage global, je pense très honnêtement qu'il faut avoir une vision systémique et de voir qu'il y a des explications de toutes sortes, psychologiques, politiques, économiques, et tous les corps sociaux, politiques, ils sont responsables. Dans un système effectivement qui est assez... Sinon, tout le reste, je suis d'accord avec Hamid. Assez complexe. Hamid Lelou, je sais que vous pouvez le faire. 2 petites minutes. Ok, c'est Hassan, oui, mais moi je vais clarifier. Je dis que la police politique manipule tout le monde, y compris certains officiers militaires, y compris des hommes d'affaires, y compris... Souvenons-nous de cette histoire de ministre qui reçoit un appel d'un faux agent de sécurité. Il avait tellement peur qu'il avait obéi à ses ordres. C'est ça dont je parlais. C'est la police politique, ce n'est même pas le DRS ou comme vous l'appelez, c'est autre chose, c'est particulier. C'est eux qui manipulent tout et ceux qui ont des dossiers sur tout le monde. Ça, c'est un. Et surtout, moi, j'avais envie de conclure sur une chose. Le week-end dernier, j'ai eu la chance de participer à un colloque sur l'économie algérienne. On a fait ça et il y avait beaucoup d'intervenants. C'était
des Algériens, des professeurs d'université et surtout des responsables qui ont occupé des postes de ministres, je ne citerai pas un nom, de ministres, de hauts cadres dans le ministère des Finances, de l'économie, de l'agriculture. Et il y a une chose qui revient, ils le disent tous de manière directe ou indirecte, Allah ghalab, moi je propose, mais ça vient d'ailleurs. Et justement, c'est la police politique qui décide à la fin. Et on a des compétences qui travaillent en Algérie, au ministère, dans les entreprises publiques, mais la décision finale ou bien le schéma global de la politique et du budget, c'est pas eux qui le décident, ce n'est jamais eux, c'est justement cette police politique. Et cette police politique elle-même, elle est introduite par différents courants qui ont des intérêts différents. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, il faut boycotter de manière active parce que cette farce électorale, il ne faut pas que ça se transforme en leur fête nationale. Il faut que ce soit l'occasion pour le sursaut populaire non violent. Merci. Merci, on y reviendra sur ce sursaut populaire. Merci Hamid Lelou d'avoir été avec nous. Merci en direct des États-Unis. For Democracy in Algeria, Hassan Helaj, merci, docteur en économie, écrivain, analyste politique, et puis Athman Mazouz était avec nous, président du RCD. Une information bien évidemment, le secrétaire général de Reporters sans frontières est décédé aujourd'hui à l'âge de 53 ans. Christophe Deloire, on a une pensée bien évidemment pour tous les journalistes, le monde de la presse et sa famille. Dans quelques instants, donc c'est Salim Saleh pour El Umq. L'actualité continue juste derrière, le standard vous est ouvert. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir à 19h heure d'Algérie, et puis un remerciement bien sûr profond à toutes nos équipes techniques qui sans eux il n'y aurait pas d'émission. Bonne soirée à tous.